Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission de pensée consacré aux soins de soi et à ses dimensions émancipatrices. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de développement personnel, mais surtout de ses versions un peu plus engagées, que sont les concepts de bricolage de soi, de pouvoir du dedans, ou encore de self-care. Bref, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure une approche individuelle du soin peut aussi se faire au service de l'émancipation de soi et de la société. Alors je vous parle d'émancipation et de soins de soi, ça peut paraître un peu contradictoire à une époque où on est quand même submergé par les injonctions à l'œuvre dans le développement personnel. Pour autant, le soin de soi, ça a un vrai potentiel transformateur individuel et collectif si on en comprend bien les enjeux actuels. Alors déjà, je voudrais dire que prendre soin de soi, c'est une démarche qui est tout à fait normale, naturelle. Avoir envie d'être bien, mieux dans sa tête, mieux dans sa vie, ça semble tout à fait légitime. Le problème, c'est que cette démarche-là, aujourd'hui, est devenue une sorte de quête obsessionnelle. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est l'influence du capitalisme, parce que dans les années 80, le bien-être est devenu une sorte de nouveau marché qui véhicule l'idée qu'il faudrait investir dans soi-même pour s'épanouir et être heureux. Alors ça implique que on doit être dans un processus d'amélioration continue et presque infini, parce que on ne serait jamais assez, jamais suffisant, jamais complet, qu'il y aurait toujours des problèmes à régler pour atteindre une certaine version de soi-même. Donc ça, c'est très pratique, parce que ça rentre totalement dans une logique de croissance infinie du capitalisme et du libéralisme. Le problème, c'est que ça entretient quelque chose de pas très sain et pas du tout vertueux dans le rapport à soi-même. On rajoute à ça une bonne couche d'individualisme, parce qu'on est quand même dans une société relativement centrée sur l'individu, et on arrive à des idées qui feraient que nous serions les uniques responsables de notre vie et de ce qui nous arrive. Le problème, c'est qu'il y a plein de situations dans lesquelles on omet qu'il y a des causes structurelles à certaines problématiques. Je pense par exemple au burn-out. Alors on pourrait toujours dire que c'est de la faute de la personne qui est en burn-out parce qu'elle aurait dû mettre plus de limites, parce qu'elle aurait dû prendre plus soin d'elle. Or, il me semble tout à fait légitime de se poser la question de l'impact du capitalisme dans les causes du burn-out. Et c'est là où le développement personnel pêche un peu, c'est que bien trop souvent, il fait l'impasse sur ces causes structurelles qui génèrent chez les individus des problématiques de fond. Et donc soutenir l'idée que nous serions responsables à titre individuel de tout ce qui nous arrive, ça ne peut faire que contribuer au maintien des inégalités, aux discriminations, enfin, en tout cas à annihiler toute possibilité d'émancipation individuelle et collective. En plus, tous ces messages-là sont amplifiés par les réseaux sociaux où on a du contenu qui est répété, martelé sans cesse sur différents canaux par des centaines de personnes, dans des formats souvent simplifiés, parce que qui dit réseaux sociaux dit message court et percutant pour avoir de l'impact. Donc au final, on se retrouve avec des choses qui ne veulent plus trop rien dire parce qu'elles sont tellement sorties de leur contexte que on en vient à des sortes de recettes uniques, standardisées, qui pourraient s'appliquer à tout le monde. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée des injonctions. Le problème des injonctions, c'est que ça crée une sorte de modèle de réussite auquel on devrait se conformer, sauf que quand on n'y arrive pas, c'est là où on est en situation de culpabilisation, parce que on nous dit qu'on est responsable de notre bonheur et de notre réussite. Donc en fait, si t'es pas heureux, c'est que à quelque part, t'as pas fait preuve de trop de volonté, que t'as pas travaillé sur soi, que t'as pas trop fait d'efforts, etc. Donc au final, le développement personnel, qui à la base n'est qu'un ensemble de pratiques, de réflexions pour arriver à mieux se connaître, à améliorer un peu sa vie, à trouver un peu d'épanouissement, c'est des choses qui sont censées nous libérer. Au final, le développement personnel ne fait que entretenir une sorte de rapport malsain de soi à soi. Et à mon sens, c'est parce qu'on a perdu les enjeux collectifs du soin. C'est-à-dire que chercher à agir individuellement sans voir et intégrer les dynamiques de la société, en fait, on passe à côté des dimensions du soin. Parce que justement, il y a des interdépendances entre ce qu'on peut vivre individuellement et les causes structurelles qui créent nos problématiques.
Donc à ce titre, le développement personnel fait l'objet de nombreuses critiques qui me semblent justifiées, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans des raccourcis et des visions simplistes, parce qu'il y a un vrai risque de tomber dans une posture d'élitisme, de bien-pensance, où on pourrait réduire le développement personnel à la littérature de plage, non sans un certain mépris, alors qu'en fait, je pense que c'est important aussi de chercher à comprendre pourquoi est-ce que les gens se tournent vers le développement personnel. On est quand même dans une société qui va mal, c'est normal qu'il y ait des répercussions sur les individus qui la composent. Donc c'est aussi normal que ces individus-là cherchent à aller mieux et cherchent à trouver des solutions. Sauf qu'on est dans un système où quand même on a de gros problèmes en termes de prise en charge de soins. Si je prends les thématiques liées au développement personnel, moi je les situe surtout sur le spectre, on va dire, psycho-émotionnel. Donc là où potentiellement il faudrait aller voir des psys, sauf que le problème c'est que déjà les psys c'est cher, donc oui il y a des séances qui sont remboursées, mais déjà c'est récent comme mesure, deux c'est un nombre de séances ultra limité. Ensuite, il y a des énormes listes d'attente. Et enfin, je pense qu'il y a quand même des gros enjeux de classe sociale dans le fait d'aller consulter ou pas des psys. Du coup, c'est pas si simple que ça. Et je comprends tout à fait que les gens, ils aient envie d'aller trouver des solutions qui leur correspondent. Là où le développement personnel va, par exemple, proposer des solutions qui sont accessibles déjà en termes de jargon, des solutions qui vont être moins coûteuses parce qu'il y a beaucoup de contenu gratuit, ou alors il y a des livres. Un livre, c'est toujours moins cher qu'une séance de psy. Je dis pas que ça remplace, attention. Je dis juste que je peux comprendre que les gens, ils cherchent eux-mêmes aussi à aller explorer des choses qui peuvent leur parler pour les aider à aller mieux. Bref, là-dedans, le développement personnel se pose comme un outil. Et j'ai une amie qui dit moi, ce que j'aime bien avec le développement personnel, c'est que c'est personnel. Et c'est justement là, en fait, qui est intéressant avec le développement personnel, c'est qu'il part d'une démarche intérieure, d'introspection, et en fait, qui on est, nous, pour aller juger de ce que les individus ont envie de cultiver de leur côté. En fait, pour moi, la vraie problématique, c'est pas tant cette démarche-là d'introspection et de penser à soi, parce que franchement, on a le droit aussi de penser à soi. Et je pense que pour soutenir le contraire, il faut vraiment ne jamais avoir vécu de choses difficiles dans sa vie et donc être dans une situation bien privilégiée. Mais sinon, pour moi, la problématique du développement personnel, c'est qu'aujourd'hui, il s'est fait totalement bouffer par le capitalisme, l'individualisme et les stratégies marketing sur les réseaux, à tel point que la démarche de prendre soin de soi a complètement été détournée et qu'on en a perdu la vision émancipatrice. Et c'est là où j'aime bien la vision du sociologue Philippe Corcuff, qui lui, face au développement personnel, parle de bricolage de soi. Il en parle d'ailleurs dans son livre Pour une spiritualité sans Dieu. En fait, le développement personnel prône plutôt une approche comme de dépouillement, c'est-à-dire que on devrait arriver à renouer avec une sorte de version de nous-mêmes qui existe à la base, et que du coup on doit chercher sans cesse à œuvrer pour aller vers ce truc qui est déjà existant. Et donc ça pose la question un peu de performance jusqu'à atteindre cet état-là, donc finalement qu'on connaît pas trop, parce que ça veut dire quoi être soi. Et du coup, Philippe Corcuff, lui, il parle de bricolage de soi. Et j'adore cette expression-là, parce que plutôt que de viser une version de soi qui existerait, mais en fait on sait pas non plus trop à quoi elle ressemble, il part de soi, de notre vécu, de nos expériences, de nos rencontres, de notre environnement, pour se créer et s'inventer. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça prend totalement à contre-pied les injonctions, puisqu'il ne s'agit plus de se conformer à un modèle, une vision ou à un soi qu'on aurait perdu et qu'il faudrait retrouver. Non, au contraire. Là, ici, on élargit l'espace des possibles, puisque, en fait, vu qu'on se crée et qu'on s'invente, tout est permis. Et j'aime beaucoup cette idée parce que ça permet vraiment, en partant de soi, de s'inventer en dehors des normes, en dehors des injonctions et des projections. Et à mon avis, ça fait partie des conditions fondamentales pour l'émancipation. Et à ce titre, les pratiques de l'intuitif et du sensible, puisque elles partent dans leur approche
de la personne, qu'elles intègrent une certaine vision holistique, elles sont porteuses de ça, de ce caractère émancipateur qui s'inscrit en dehors des normes. Je prends par exemple l'astrologie. Aujourd'hui, on est dans une société où on est défini et où on se définit en fonction, par exemple, de notre classe sociale, de notre genre, de notre origine. Et du coup, on s'intègre dans la société par rapport à ces systèmes d'oppression. Et du coup, selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, on va pouvoir bénéficier des avantages de cette position ou alors en subir les inconvénients. Et c'est là où l'astrologie, moi, je la trouve super intéressante. C'est qu'elle va pouvoir permettre de se définir en dehors de ces normes qui sont oppressives. On va partir d'un signe qui va permettre de se définir autrement. Alors, je vous vois déjà venir, si vous faites partie des sceptiques, à me dire que non, mais il peut pas y avoir que 12 personnalités sur Terre. Alors déjà, l'astrologie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en fait, on s'en fout. Les 12 personnalités, c'est pas important. En fait, ce qui est important, c'est de voir ce que la personne va pouvoir tirer de ce qu'elle va lire sur son signe, par exemple, pour arriver à se bricoler elle. Et pour moi, c'est un point de départ de réflexion, d'introspection qui est super important parce qu'il permet de se décentrer par rapport aux normes enfermantes de la société. Et c'est en ça que l'astrologie, je trouve, a des vertus émancipatrices. Parce que par exemple, quand on est une femme, qu'on est assigné à une certaine position dans la société et que sur notre signe astrologique, il va y avoir, je sais pas, des traits de caractère, je sais pas, d'indépendance, d'être déterminé, de force, de courage. Et en fait, ce sont des éléments qui vont aussi nous permettre d'aller chercher une sorte de contrepoint par rapport à ce que la société voulait que nous incarnions au départ. Et donc, se définir soi-même, se bricoler soi-même comme on le veut, c'est reprendre du pouvoir sur soi. Et ça, c'est la base dans une perspective d'émancipation. D'ailleurs, il y a la militante écoféministe américaine, Starhawk, qui parle de pouvoir du dedans. Le pouvoir du dedans, c'est cette conscience de nos propres capacités, de notre propre puissance pour agir dans le réel et sur le monde. Et ce pouvoir du dedans, qui s'opère du coup d'un point de vue individuel, il vient en opposition au pouvoir sûr, qui est le pouvoir des oppressions, qui est exercé par un système sur les individus. Et donc, si on arrive à cultiver ce pouvoir du dedans, ça nous permet de rentrer en résistance contre des choses qui nous sont imposées. Donc au final, convoquer, se rappeler à ce pouvoir du dedans, c'est super important parce que ça va permettre de trouver des réponses, des moyens de défense individuels pour pouvoir résister au pouvoir sûr. Donc ça peut être poser des limites, faire des choix, choisir d'œuvrer avec nos pairs. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais ce pouvoir du dedans, il permet in fine de se positionner individuellement pour reprendre la main. Je vous parlais dans le dernier épisode de réappropriation de pouvoir, ce concept justement de pouvoir du dedans, il s'inscrit totalement dans cette démarche de réappropriation de son propre pouvoir et c'est un concept qu'on a tout intérêt à cultiver individuellement parce qu'il permet aussi de faire le lien avec les enjeux de la société. Il y a un autre concept aussi que je trouve très éclairant, c'est le concept de self-care, donc en anglais le soin de soi. Et celle qui en parle le mieux, je dirais que c'est Audre Lorde, qui a cette citation célèbre « Prendre soin de moi-même ne relève pas de l'indulgence personnelle, mais de la préservation de soi, et c'est un acte de guerre politique ». Alors Audre Lorde, pour rappel, c'est une autrice et militante américaine, et cette citation est issue de l'ouvrage A Burst of Light de 1988, dans lequel elle parle du cancer qu'elle a eu à affronter. Et Audre Lorde, elle s'inscrit dans le mouvement du self-care qui porte des perspectives politiques pour œuvrer à un changement social. Donc ce sont des mouvements qui sont nés aux États-Unis dans les années 60, portés par le mouvement des droits civiques ainsi que le mouvement de libération des femmes. Et ces mouvements-là, en fait, ont fait le lien entre les oppressions et la santé physique et émotionnelle des individus. Et donc, ils ont cherché à créer des espaces qui étaient justement plus inclusifs pour pouvoir réellement prendre soin de chacun et chacune. Il y a notamment les Black Panthers qui sont un mouvement de révolution de libération afro-américaine qui ont mis en place des programmes de santé et des centres de soins pour que chaque membre de la communauté puisse avoir accès
aux soins. Donc l'idée derrière le self-care, le soin de soi, c'est de se réapproprier son corps et son esprit pour résister aux oppressions. Et ça se fait dans un lien avec la communauté. Mais du coup, le point de départ, c'est bien le soin individuel. C'est juste qu'en fait, il s'inscrit dans une démarche de transformation sociale et d'émancipation. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de se regarder le nombril et prendre soin de soi? Non, pas du tout. En fait, c'est super important. C'est même nécessaire et pour certaines personnes, c'est même une question de survie. On est dans une société défaillante, donc c'est légitime qu'on cherche à prendre soin de soi et à aller mieux. Mais tout l'enjeu, c'est d'arriver à transformer le soin de soi en acte d'émancipation individuelle et collectif, et donc de sortir des postures de marketing et des injonctions qui sont aujourd'hui diffusées par le développement personnel. Et donc nous, dans nos pratiques de l'intuitif et du sensible, on se doit de se saisir de ces enjeux. Et ça passe par questionner nos pratiques, faire attention à ce qu'on transmet, faire attention aux projections, aux phrases toutes faites, aux recettes standardisées du développement personnel, parce que ça crée des choses qui sont pas belles du tout. Il y a certains mantras qui sont en vogue, je sais pas, quand on veut, on peut, tu attires ce que tu vibres, encore tout est juste. C'est le résultat de simplification, de vulgarisation à outrance de certains messages. Le problème, c'est que quand on sort ces phrases-là toutes faites hors de tout contexte, on peut pas les rendre applicables à toutes les situations. Et donc, ça demande, en tant que personne accompagnante, de faire preuve d'un certain discernement. Et pour ça, ça veut dire revenir aussi aux fondamentaux du prendre soin, du care, je vous en ai parlé précédemment, que sont les postures d'écoute, d'empathie, de responsabilité, d'adaptation. C'est aussi se nourrir de ce que le bricolage de soi, le pouvoir du dedans ou encore le self-care nous offre comme perspective, d'arriver à remettre en question les normes et injonctions véhiculées par le développement personnel en partant de ce que les personnes portent en elles pour les aider à se bricoler elles-mêmes, à cultiver leur pouvoir du dedans ou encore à prendre soin pour résister. Et je suis persuadée que si les pratiques de l'intuitif et du sensible s'inscrivent dans cette démarche-là, ça en fait vraiment de précieux outils pour aider les gens à cheminer, à retrouver du sens, de l'apaisement, mais surtout à cultiver cette dimension émancipatrice du soin individuel. Et si en plus on cultive des synergies au niveau collectif pour faire des collaborations entre pratiques de l'intuitif et du sensible, des collaborations avec les pratiques conventionnelles, je pense qu'on est dans une approche du prendre soin qui est hyper puissante et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Voilà, on arrive au bout du sujet du jour, du prendre soin de soi. Comme vous l'avez vu, c'est un point de départ qui est nécessaire et que quand on arrive à l'articuler avec conscience, avec les enjeux sociétaux, ça devient un super outil d'émancipation. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à me suivre sur les réseaux. Je vous mets les infos dans la description comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, bon bricolage.